Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Et ça y est, c'est la toute nouvelle émission sur Radio RG30, les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui. Jérôme pour vous accompagner pendant cette heure. C'est pas moi qui vais parler, moi je suis juste là pour faire, on va dire, le maître de cérémonie. Et on va faire un petit tour de table déjà. On va parler avec Bernard. Bonjour Bernard, vous êtes... Bonjour. Alors je suis Bernard Andrieux, je suis le président de l'association Les Deux Tours et un vieux Remolinois de 71 ans. Après on a également Françoise qui sera avec nous. Françoise Damiani, je suis simplement habitante de Remoulins. Et aujourd'hui on a également Jean-Pierre qui est juste à côté de moi. Oui, bonjour, Jean-Pierre Roch, je suis retraité, je suis Remolinois depuis, comme Bernard, 71, on était à l'école ensemble, voilà. Alors cette émission est bien sûr en rapport par rapport à l'intérêt de la préservation de la perte d'autonomie qui est organisée par la municipalité de Remoulins. Donc on a Elisabeth qui est juste à côté, mais elle n'a pas de micro, donc elle parlera pas aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui on va parler, parce que vous savez bien que d'ici normalement au mois on sait pas encore, mais l'année 2026, c'est la réouverture en théorie de la gare et ce sera notre fil rouge tout simplement pour aujourd'hui avec le train d'hier et à demain. C'est bien sûr les Remolinois qui va parler. Donc on va parler un petit peu de cette gare, c'est quand qu'elle a été créée, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors la gare de Remoulins fait partie d'un ensemble d'une voie ferrée qui part de Nîmes et qui va jusqu'à Lyon, dite la rive droite du Rhône. Elle a été déclarée d'utilité publique le 3 mai 1841 et elle a été ouverte en août 1880, pardon. Donc cette gare est une gare du type PLM avec une construction bien particulière que l'on retrouve sur tout le réseau. Ça veut dire quoi PLM? Alors oui, le PLM c'est avant la création de la SNCF, c'était une des grandes compagnies de chemin de fer. P comme Paris, Lyon Marseille. comme Lyon Marseille. Et Méditerranée. Voilà. Alors Jean-Pierre dit Marseille et vous dites Méditerranée. C'est qui a raison? Je pense que c'est moi. Voilà. Alors nous sommes en 1880. Cette gare s'ouvre. Elle a la particularité d'être une gare importante par le fait que elle est bifurcation de ligne secondaire. De la ligne secondaire Tarascon, Alès, Le Martinet. Alors, si vous voulez, au début du siècle, il y avait le passage de 11 trains par jour, grosso modo, et à l'apogée de la gare de Remoulins, qui se situe dans la période 1929-1936, on arrivait à 20 trains par jour. Il y avait 4 relations, enfin deux dans chaque sens, entre Lyon, Perrache et Nîmes, et il y avait aussi plusieurs relations avec le Teil et bien entendu les relations entre Tarascon et Le Martinet. Au total donc une vingtaine de trains. Je vous dirais que c'était une gare avec une importance assez grande. Puisque, étant donné que c'était une gare de connexion, il y avait un buffet de gare. On y mangeait bien? Je suppose que oui. J'ai jamais eu l'occasion, malheureusement, d'y manger. Il y avait 4 voies à quai, 4 voies donc de desserte et 3 quais à voyageurs. Il y avait aussi un branchement important au niveau du fret. Enfin, à l'époque, on appelait ça les marchandises, parce que il y avait un petit dépôt, une remise de locomotives avec un pont tournant que l'on pouvait actionner pour faire partir la locomotive dans l'autre sens. Et il y avait un château d'eau qui a disparu en 1950. Et c'est bien dommage parce que il était typique du PLM, du Paris-Lyon Méditerranée. Et ce château d'eau permettait de reconstituer les stocks d'eau dans les locomotives. Actuellement, si nous l'avions encore, si la SNCF l'avait pas démoli, je pense que ça serait un monument historique dans le cadre de l'architecture industrielle. Et il était situé un peu près vers où? Alors il était situé, si vous voulez, côté Nîmes,
à 50 mètres du bâtiment voyageur. Qu'est-ce que je vous dirais encore? Je vous dirais que la gare, au niveau de la marchandise, maintenant on parle du fret, a eu son apogée à partir de après la guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, aux alentours de 1950, où on a créé le marché-gare. Le marché-gare, donc, a été constitué à cette époque-là, et de véritables trains complets partaient de Romoulin sur le nord de l'Europe et même en Scandinavie, avec toutes sortes de fruits en expédition, bien sûr, et surtout les cerises, parce que à l'époque, nous étions la capitale de la cerise. Malheureusement, nous ne le sommes plus. Oh, ça va revenir, ça va revenir. Peut-être un jour. Voilà. Donc, si vous voulez, pour parler un petit peu plus dans l'histoire des Romoulinois, le marché se faisait sur l'avenue Jouffroy-Perret avant cette période, et puis a été transféré par la suite entre paysans et expéditeurs, donc au niveau du marché-gare, pour des raisons de communauté d'expédition, bien entendu. Un petit mot peut-être, Jean-Pierre, non? Voilà, oui, un petit peu. Moi, cette gare, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Alors, je rebondis sur le marché-gare. Moi, j'ai travaillé à une usine juste à côté de la gare qui s'appelait Wittenball. C'était dans les années 70, et tous les jours, il y avait des wagons qui venaient s'accrocher derrière la Drésil, on appelle ça, et ils venaient se positionner derrière Wittenball, et les ouvriers chargeaient des cartons qui contenaient des alvéoles pour fruits et qui étaient dispatchés dans toute la France, ces alvéoles. Puis la seconde anecdote que je vais raconter, c'est l'ancien chef de gare de Romoulin, Monsieur Paolo Antonacci, qui me l'a raconté, qui vit toujours. C'est le jour de la fermeture de la gare de Romoulin en 1973. Il était à ce moment-là chef de gare, et il a vu arriver de Nîmes des Asiatiques qui venaient visiter le pont du Gard. Ils visitent le pont du Gard, et au retour, patatras, plus de train pour repartir sur Nîmes, la gare venait de fermer. Et il a fallu prendre des taxis, des trucs pour rapatrier tous ces Asiatiques. C'est lui qui me l'a raconté. Ça veut dire que, en fait, la gare, elle a fermé pile poil comme ça. Comme ça, sans prévenir personne. Alors, pour concrétiser ce que tu dis, Jean-Pierre, tu as parlé donc d'Asiatiques qui venaient au pont du Gard. Il faut bien se mettre dans l'idée que la gare s'appelait Romoulin-Pont du Gard. C'était la gare du pont du Gard, oui, avec un certain nombre de personnes qui venaient, des touristes, donc, qui venaient pour visiter le pont du Gard et arriver ou repartaient de la gare de Romoulin. Donc c'est pour ça que c'est important que ce terme de pont du Gard reste la gare soit bien la gare de Romoulin Pont du Gard. Voilà, donc au niveau de ce que l'on pourrait dire, si vous voulez, c'est que au jour d'aujourd'hui, la ligne est électrifiée depuis le 26 septembre 1979 exactement. Et ça a beaucoup changé par rapport à... oui, parce que si vous voulez, ce qu'a voulu la SNCF à l'époque, nous sommes en 1973, c'est supprimer les circulations voyageurs, pensant que c'était pas suffisamment important pour eux, pour privilégier le trafic fret. Donc, le trafic fret, petit à petit, s'est constitué, s'est agrandi et est devenu important. Au jour d'aujourd'hui, il y a 40 trains en moyenne de fret par 24 heures qui circulent sur la ligne. Et pour en revenir donc ce qui est un peu important, pour en revenir à la façon dont les trains étaient tractionnés. Au départ, bien entendu, c'était la traction vapeur. Les trains étaient traités, pour les personnes qui s'intéressent donc au ferroviaire, par les séries 120, et à partir de 1920, par les fameuses vapeurs 220B ou 230A. Voilà, bon, ça c'est pour les puristes, hein, si j'ose dire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en février 1969. La traction vapeur va disparaître au profit de la traction diesel. Et les dernières locomotives qui ont circulé sur la ligne, c'était les fameuses 141R, qui étaient soit au fioul
soit au charbon, et qui avaient la particularité d'être des machines mixtes, c'est-à-dire qui pouvaient tracter du voyageur comme de la marchandise. Et ils ont été construits aux États-Unis et au Canada à 1340 exemplaires. Et tout ça, il dit ça sans regarder ses fiches en plus. Il est très fort, il a tout dans la tête. Par la suite, donc, la dieselisation s'est faite. Et puis donc, nous sommes en 79, la mise en place de l'électricité. Alors, c'est une ligne en 1500 volts, ligne avec une caténaire continue, et la mise en place d'un bloc automatique lumineux, c'est-à-dire c'est ce qui permet de faire la signalisation au train, et qui est une signalisation lumineuse et qui permet, grosso modo, de faire passer sur la même voie un train toutes les 6 minutes. Ce qui fait que pratiquement déjà 45 ans que c'est électrifié. Oui, 45 ans que c'est électrifié. Nous parlerons ensuite de l'ouverture de la prochaine de la gare, mais je pense que on va laisser. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Oui. Moi j'ai connu la Micheline qui venait. Il y avait plusieurs allers-retours sur Nîmes, Avignon. J'ai pris cette Micheline quand j'allais au régiment à guerre. Je prenais la Micheline jusqu'à Avignon, et je me rappelle qu'il y avait des collégiens d'Aramon qui prenaient tous les jours la Micheline pour venir au collège de Romoulin, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de collège à Ramon. C'est vrai que c'était le seul collège qu'il y avait dans le secteur, en fait. Oui. Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Un autre point, on va parler un petit peu, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, Françoise. Ah, elle parle pas, elle est toute timide, elle est son coin, elle bouge pas. Elle repousse même le micro parce qu'elle veut pas parler dans le micro. Avec Françoise, on va parler un petit peu du train fantôme. Oui, et avant de parler du train fantôme, en fait, mon propos, c'était de vous parler de Marie Rémérand Damiani. Alors, nous avons un nom en commun, et pour cause, même si nous n'avons pas de lien de parenté. Elle était la deuxième femme de mon père et accessoirement la maman de mes frères, de mes grands frères. Alors Marie Rémérand était née le 12 avril 1903 à Paris. Alors après son certificat d'études, elle travaille comme ajoureuse. Elle va rencontrer Joseph Damiani, qui était donc également mon père, et elle l'épouse en 1924. 2 enfants vont naître de cette union, Jacques, qui est né le 4 décembre 24, et Pierre, qui est né le 29 septembre 1928. Le couple réside alors à Hermont, en Seine-et-Oise. Et Marie travaille à la comptabilité et aux approvisionnements de l'entreprise de son mari, qui s'appelle Radio Tour et qui monte des postes de TSF. Avec son mari, elle est membre de la section française de l'Internationale ouvrière de la SFIO. C'est le congrès d'Issy-les-Moulineaux qui transformera la SFIO en parti socialiste. Et elle milite au sein du comité Amsterdam-Pleyel contre la guerre et le fascisme. Donc ça introduit ce qu'elle va, par la suite, les actions qu'elle va mener. À partir de 1936, elle participe à la solidarité avec l'Espagne républicaine et elle accueille quelques mois chez elle 2 enfants de Bilbao. En 1941, elle prend soin de son fils aîné Jacques Damiani, qui est arrêté pour avoir tenté avec des amis de créer un mouvement gaulliste. Il est dénoncé par l'un d'entre eux, ça il paraît que ça se faisait beaucoup à l'époque. Il est condamné à 1 an de prison et incarcéré à la prison de Fresnes. Et à partir de 1942, dans les mois qui suivent, elle s'occupe de 2 fillettes juives et de leur grand-mère que son mari a ramenées chez eux pendant la rafle du Vélodrome d'hiver, c'est-à-dire la rafle du Veldiv. Les 2 jeunes filles vont survivre à la guerre. Et à la Libération, la famille se passe clandestinement la ligne de démarcation et s'établit à Romoulin. Alors là, j'ai une anecdote. Mes frères me racontaient que ils avaient passé, alors qu'il y en avait un qui avait 18 ans et l'autre 16, ils avaient passé la ligne de démarcation en culotte courte pour faire plus gentil et famille.
Arrivée à Remoulins, donc, elle s'engage dans la résistance au sein du mouvement Libération Sud, qui est un des 8 mouvements de résistance qui constituent le Conseil national de la résistance. Et à partir de 43 jusqu'à la Libération, elle organise le ravitaillement du maquis Ardennes, implanté à l'est de Valiguerre. Et très étrangement, peu de gens connaissent ce maquis, qui a pourtant été très actif et qui est tout proche de chez nous. Il faut savoir qu'elle allait les ravitailler avec une charrette à bois, pas à bois, qu'elle poussait, elle était en bois, la charrette. Elle prenait la route de Valiguerre, qui à l'époque était faite de lacets. C'était très compliqué, elle risquait de croiser les patrouilles. Déjà, elle prouvait elle avait pas froid aux yeux. Qu'elle avait beaucoup de courage. Et la suite va le confirmer, oui. En 44, elle fait déserter 2 soldats allemands qui avaient été postés sur le toit de la villa. Et beaucoup d'anciens de Remoulins m'ont raconté avoir le souvenir de soldats posés sur le toit, c'est un toit terrasse. Et donc, il y avait une mitrailleuse et il y avait des soldats qui étaient postés sur le toit et qui étaient aux premières loges pour s'apercevoir que c'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient des habitants. Ils avaient très vite repéré que c'était des résistants en fait. Et ils vont lui demander de les aider à rejoindre le maquis, ce qu'elle va faire. Elle va brûler leurs uniformes dans la cheminée et elle va les amener jusqu'au maquis de Valiguerre. Et là, nous en arrivons à la gare, puisque le 13 août 44 au petit matin, elle apprend qu'un train qui transporte 800 déportés est stationné à la gare de Remoulins. Et ce convoi est entré dans l'histoire sous le nom de train fantôme. Il est arrêté sur la voie ferrée qui longe la propriété. Marie Damiani est très sensible à cette situation puisque son fils aîné, Jacques Damiani, qui est résistant à FTP, c'est-à-dire franc-tireur et partisan, a été déporté le 2 juillet à Dachau par le train qui portait le nom de train de la mort. Elle se précipite pour ravitailler les prisonniers, mais elle est repoussée par les gardes. Comme elle se laisse pas faire, elle exige de parler à l'officier qui commande le convoi et lui précise que seule la Croix-Rouge est autorisée à nourrir les prisonniers. Elles seront donc chez le capitaine S, on va oublier son nom, pétainiste et collaborateur notoire, qui refuse de la recevoir et la dénonce au commandant du train comme mère de terroriste. Le ton est donné. Donc face à ce refus, elle décide d'aller à Nîmes à pied. C'est quand même 20 et quelques kilomètres. Elle est reçue par le commandant Brun, qui est délégué départemental adjoint à la Croix-Rouge, qu'elle connaît. Donc ça va faciliter les contacts. Et elle va obtenir une autorisation signée par le général Michel pour puiser dans le stock de Remoulins réservé aux prisonniers de guerre. Et à son retour, les pieds gonflés par la chaleur et la distance et bien en colère, elle défonce la porte de la Croix-Rouge et elle organise avec les femmes du village, et là j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse me dire qui étaient ces femmes. Ah, ça, peut-être Jean-Pierre, peut-être non. Bernard, non. Il n'était pas né, Jean-Pierre, Bernard non plus. Mais de leur souvenir, ça peut entendre quelqu'un en parler, c'est possible, tout est possible. Nous avons tous une excuse de nos parents, nous n'étions pas nés. Et donc, elle organise le ravitaillement du train, l'eau, fruits, pain, etc. Et ces distributions se font sous la surveillance des gardiens qui la tiennent en joue. Mais elle n'est pas femme à se laisser démonter pour autant. Elle va aussi organiser les obsèques dans le cimetière communal de Léon Sicaroé, déporté mort dans le train. C'est elle qui va annoncer aux déportés le débarquement des Alliés en Provence. Et jusqu'au 17 août au soir, elle passe ses journées sous la menace des armes à s'occuper des déportés. Le lendemain de leur départ, elle récupère un évadé du train et le fait monter au maquis de Valiguerre, et il participera une quinzaine de jours plus tard à la libération de Remoulins. En septembre, Marie Damiani est désignée par le comité local de libération et devient présidente du comité d'épuration qui va siéger plusieurs semaines à Remoulins. C'est pas la partie glorieuse, la plus glorieuse de son action, mais bon.
C'est ainsi. Ensuite, elle rentre à Hermont, toute la famille rentre à Hermont, et elle est élue conseillère municipale SFIO. Elle va s'occuper plus particulièrement des questions d'hygiène, de ravitaillement, de soins aux orphelins et à la gestion du dispensaire. Surtout, elle retrouve ses 2 fils, Jacques revenu de déportation et Pierre blessé lors de l'attaque du maquis Birakem. Elle va poursuivre ensuite son engagement au sein des mouvements unis de la résistance et participe à l'aide des ex-prisonniers déportés soviétiques. Voilà, elle se sépare de Joseph Damiani en 47. Ils ont divorcé en 52, je crois. Je m'en rappelle pas, j'étais pas née, mais si j'étais née. Elle s'installe à Paris et elle va continuer à militer. Marie Rémérand est décédée à Fontenay-sous-Bois le 3 mai 88 et elle est inhumée dans le cimetière communal auprès de son fils Jacques. Moi, j'ai eu envie de parler d'elle simplement parce que je trouve que très peu de femmes ont émergé de cette période et pourtant, ce sont certainement elles qui ont fait le plus. Mais on elles en parle ont pas fait souvent. le plus, mais de manière anonyme. Ouais, comme souvent. Elles ont fait comme le colibri, chacune leur goutte d'eau, mais qui a permis à ce qu'on soit libre à la fin. Et je trouve finalement, quand on regarde, qui est-ce qui émerge, Geneviève de Gaulle, qui y a encore Marie Vaillant-Couturier, mais il y en a très peu. Il y a très très peu de femmes au milieu de beaucoup d'hommes dont on connaît le nom, dont on a retenu le nom. Merci beaucoup François, c'est vraiment un moment émouvant en plus, quand même de partager ensemble. Un petit mot par rapport à ça, Jean-Pierre, Bernard, un petit mot par rapport au train fantôme. Oui, je voudrais ajouter qu'il y avait un habitant de Romoulin, Monsieur Delvaux, Tout à fait. qui était cordonnier. À cette période, il était aiguilleur et pendant cette période-là, il a tenté d'ouvrir des wagons pour que prisonniers, que les prisonniers puissent s'échapper. Tout à fait. Et ce monsieur, après à la guerre, il s'était retiré, il était cordonnier dans une rue de Romoulin, la rue de Baudran, mais jamais il parlait de ce qu'il a fait, il était très réservé, très humble. Ouais. Très humble. Et jamais, moi, j'y parlais souvent, jamais il m'a parlé de ça. Je crois que il y a eu un article, je l'ai interviewé. Voilà, sur le conseil municipal, je sais pas quelle année. Ouais. Il en a un petit peu parlé. Je l'ai poussé, c'est moi qui ai fait les interviews et j'avoue qu'il fallait vraiment le pousser parce que la seule chose qu'il me disait c'est « mais vous savez, j'ai rien fait Voilà. ». En fait, il avait permis... C'est la pudeur, en fait. C'est ça, ouais. En fait, il avait permis à je ne sais combien de prisonniers de s'échapper des trains. Il avait soulevé, il me disait « je n'ai fait que soulever le loquet ». Voilà. C'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse ouvrir le train. Rien fait, il risquait quand même sa vie. Il risquait sa vie. Il risquait sa vie, oui. Bernard, il lève la main comme à l'école, depuis tout à l'heure, pour parler. À Ramon, il y a un tunnel qui traverse le village et à un moment, le train s'est arrêté pour une raison technique, je pense, et ça a permis à certaines personnes de s'évader dans le souterrain. Oui. D'accord. Et le loquet, grâce au loquet voilà. Oui. D'avoir fait le geste d'enlever le loquet, en fait. C'est ça. Et il l'a fait sur plusieurs wagons, voilà. Ce qui fait qu'il a permis à plusieurs prisonniers de s'échapper. Alors quand il disait j'ai rien fait, moi je trouvais qu'il avait quand même fait sa part. Il y avait aussi Monsieur Marcel Merle qui avait porté de la nourriture. Oui. Qui est décédé il y a pas longtemps. Il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps, oui. Oui. Donc il y a beaucoup de gens de Romoulin qui ont participé un petit peu par rapport à cette période-là. La solidarité, c'était formidable. L'être humain, quand il est vraiment acculé, si j'ose dire, il arrive à faire des choses formidables. Romoulin, c'était quand même très mitigé. Hein. Oui. C'était mitigé. Oui. Ça veut dire quoi, ça, mitigé? Il y avait des pétainistes. Mon père pensait que ses fils étaient plus en sécurité dans les maquis qu'à Romoulin. Voilà. Donc, ça dit tout, quoi.
Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site internet www.radio-rg30.fr. Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. On va continuer un petit peu, on va parler un petit peu aussi, parce que le train c'est bien beau, mais c'est important au niveau de l'industrie. Tout à l'heure, Jean-Pierre nous a parlé de Wittenball. Alors, la Lib aussi, tu peux parler. Oui, je vais parler de la Lib. Alors la Lib, c'est une société qui fabrique pour le chemin de fer des traverses en béton, mais pas que, bien entendu, parce que il y a toute une activité de fabrication pour le bâtiment, etc., etc. La Lib étant embranchée au train, donc elle délivre elle délivre un certain nombre de wagons, même de trains complets, sur les divers chantiers de la SNCF à travers la France et puis même en Europe. Quelque chose de très important pour la situation de la gare de Romoulin. Je voudrais vous parler très rapidement de la situation de la gare de Romoulin aux alentours de 1950, parce que ça a été la période la plus importante peut-être. Il faut pas oublier, ça pourrait paraître bizarre au jour d'aujourd'hui, mais qu'il y avait 50 cheminots à résidence à Romoulin en 1950. La gare était ouverte jour et nuit pour la sécurité des convois. Et puis une autre petite histoire, si vous voulez, c'est que jusqu'en 1990, il y a eu un guichet voyageur. On pouvait prendre son billet pour toutes les destinations de France et d'Europe. TGV. Ce guichet, bien entendu, a fermé parce que c'était les pouvoirs publics et la SNCF qui en avaient décidé ainsi. Et quand il a fermé, il était le 8e guichet du Gard, en matière de chiffre d'affaires. Comme quoi, il n'y a pas de logique des fois. Ouais, ce qui est une hérésie complète. Voilà. Et puis je voudrais parler d'un petit truc que beaucoup de Romoulinans ne savent pas. C'est pas du ferroviaire, hein, c'est du transport. Il y a eu un trolleybus qui partait de Nîmes et qui allait à Romoulin et ensuite au Pont du Gard, sur une distance donc de 22 kilomètres. Et ce trolleybus a été mis en circulation le 10 juillet 1924 et a été retiré du service le 31 décembre 1927. Oui, il est resté presque Très peu de temps. Pas tout à fait 3 ans. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, expliquez-moi. Alors le trolleybus, c'est un bus qui se ravitaille par une caténaire en électricité, donc c'est un moteur électrique. Et le trolleybus, à cette période, disons de 1920 jusqu'à 1960, se trouvait quasiment dans toutes les villes de France. Et puis, bon, par la suite, il a été remplacé par le car, hein, le bus. Voilà. Et ces trolleybus, on les appelait les électrobus. Il y en avait 20 unités, hein, et puis c'était des moteurs électriques de 20 chevaux, donc c'est pas grand-chose. Et ils pouvaient transporter 27 personnes. Et ils tiraient une remorque routière, donc, où on pouvait, qui était un plateau, où on pouvait mettre jusqu'à 2 tonnes de marchandises. Voilà. Trop près de la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, puisque c'était en parallèle, il a été supprimé par manque de voyageurs quasiment. Voilà. Alors certaines personnes de Romoulin prenaient le bus prenaient le trolleybus, l'électrobus, donc pour aller aller à Nîmes, donc qui était le chef, qui est toujours le chef-lieu du département, et puis quelques touristes venaient au Pont du Gard, voilà, puisqu'il arrivait jusqu'au Pont du Gard. Ouais.
Et pour terminer, la petite histoire, c'est que le dépôt de ces trolleybus était à Romoulin. C'est l'actuel bâtiment des Eaux et Forêts, qui se trouve à la Fuchs, qui était le dépôt où étaient entreposés les... En fait, il y avait tout sur Romoulin avant, et maintenant il n'y a plus rien. Mais il va y avoir. Il va y avoir. Il va y avoir. J'ai peur. Non. Touche-moi en parlant... Moi, je ne connaissais absolument pas l'existence. Peu de Romoulins le savent. C'est pour ça que... C'est pour la petite histoire. Oui, mais nous parlons de... Justement, Monsieur Deleuze, il a connaissé l'histoire. C'est dommage qu'il soit... Touche-moi, on parlait de touristes par rapport à cet être-bus ou train-bus, j'ai pas trop compris le mot. Le tourisme par rapport au train, c'était important, parce qu'il y a le pont du Gard, c'est ça que vous appelez la gare Romoulin-Pont du Gard, elle s'appelait? Oui, alors, la gare de Romoulin-Pont du Gard est historiquement sa désignation. D'ailleurs, j'ai tout un ensemble. Moi, j'ai une photo, Romoulin-Pont du Gard. Comment dirais-je, Je te l'ai envoyé, non? Oui. Je te l'avais envoyé. Tout un ensemble de documents qui prouvent qu'elle a toujours été. Alors, au jour d'aujourd'hui, les travaux de quai ont été faits. Et puis, il y a des plaques qui indiquent que nous sommes en gare de Romoulin, mais on ne parle pas de Romoulin-Pont du Gard. Et c'est un peu dommage. Alors peut-être il va falloir rectifier le tir. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez le terme Romoulin et Rémouline en provençal, parce que les intitulés de gare se font dans les deux langues. J'ai pu voir la photo, c'est bien ça. Voilà. Merci Jean-Pierre de me faire voir les photos. Moi, je vois les photos, mais les auditeurs n'ont pas les voir. Mais c'est pas grave. Si vous me la faites parvenir, je la mettrai peut-être sur le site. Comme ça, les gens pourront voir la nouvelle gare. L'ancienne gare, plutôt. Toujours par rapport au tourisme, donc c'est très important. En plus, là, si tout se passe bien, en théorie, c'est prévu pour 2026, Romoulin-Pont du Gard. Oui, l'ancienne, en plus, c'est les anciens affichages à l'époque, on peut voir. On va parler justement, l'avantage, si elle réouvre normalement prévu en 2026, ça va ramener automatiquement du monde aussi, des touristes qui peuvent venir par rapport à Romoulin. Bien entendu, c'est le but recherché. Le but recherché, c'est de canaliser dans un premier temps, les personnes qui travaillent sur Nîmes et Avignon et qui prennent nécessairement leur voiture, et donc de les transférer entre guillemets sur le transport collectif qui est le train. Et puis d'autre part, c'est de faire venir au Pont du Gard un certain nombre de touristes qui sont adeptes des transports par le ferroviaire, écologique, on va dire, avec peut-être des navettes électriques, on va dire. Qui partiront de Romoulin et qui iront sur le site proprement dit. C'est fou la régression qu'il y a eu à un moment donné. On parle aujourd'hui d'écologie. À l'époque, ça froissait personne. Non. Ça n'existait pas. C'est-à-dire, on assiste à un changement de société. On passe de l'individuel au collectif. Ouais, et c'est pas nous qui allons faire la révolution. Non. Ce sont nos jeunes. Bien sûr. Eh oui. Comme quoi, à l'époque, on faisait tout pour fermer, maintenant on fait tout pour rouvrir. La vie est un éternel recommencement. Après, on a parlé aussi tout à l'heure, vous avez marqué, on va parler de l'agriculture aussi, parce que c'est très important. Par exemple, comme vous l'avez dit, c'est à l'époque capitale de la cerise, ça va revenir bientôt, je pense. Oui. Non. C'est serré maintenant. Dès qu'on aura planté c'est des serré, cerises. la capitale. Ah, c'est serré. Ouais, j'ai entendu ça maintenant. Ah oui, mais c'est serré. C'est serré. De toute façon, il est difficile que ça revienne parce que c'est une culture qui est très très délicate, le cerisier. Et j'ai entendu dire qu'à partir du moment où vous arrachiez le cerisier, vous pouviez pas replanter parce que le contact de la racine du nouvel arbre sur l'ancien provoque des maladies au niveau de l'arbre. Et suite aux inondations de 1958, il y a eu beaucoup de cerisiers arrachés parce que ça pouvait pas repartir. En fait. Ça pouvait partir que très difficilement. Et ça marchait comment, justement, pour être capitale de la cerise? C'est grâce au train aussi? Pas spécialement, non. Non, mais pour le transport rapide. Ah ben oui, mais si vous voulez, à l'époque,
le transport s'est fait par le ferroviaire parce que ça allait beaucoup plus vite que les autres types de transport. Le ferroviaire s'est fait doubler par la suite dans les années 60, 70 par le routier qui a pris l'importance que nous savons au jour d'aujourd'hui. Il y a qu'à voir ce qui se passe sur nos autoroutes. Là, dans cette période-là, les agriculteurs, ils allaient au marché, à la gare, là, qui est maintenant Gédimat. Oui. Ils amenaient leur corbeille, et puis il y avait des expéditeurs, notamment Monsieur Coulon, le papa de Christiane, Monsieur Alterac, tout ça, et c'est eux qui s'occupaient après d'expédier, de transférer la marchandise à travers dans les wagons, dans toute l'Europe. Voilà. C'était en fait le marché couvert, en fait. Oui. C'est le marché couvert. Il est toujours couvert. Et il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de choses qui partaient d'ici, hormis les cerises. Ben, je vous dis, il y a la présence de Vitambal, la Libe, voilà, des trucs comme ça, oui. Distribués des alvéoles, en expédition et pour les fruits, des alvéoles pour les fruits. Et puis et il y avait surtout la Libe qui était le gros pourvoyeur de fret, puisque ça existe, ils existent toujours. Ça existe toujours. toujours de la marchandise. Il y a une petite ligne qui part. C'est la ligne devant chez moi. Voilà, elle passe. C'est l'ancienne ligne Tarascon-Le Martinet. C'est voilà. ça. Et on voit passer les dressings qui tirent des plateaux avec des traverses de chemin de fer en béton. Je sais pas si c'était déjà en béton à l'époque. Les traverses étaient en bois. Voilà. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, elles sont en béton. Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Alors, tout à l'heure aussi, on a parlé, j'ai entendu le mot par rapport au collège. C'est important. Alors, quand le cours complémentaire, c'est-à-dire ce qui était la sixième, le départ du collège, avant que le collège soit constitué, ça s'appelait le cours complémentaire. Donc, quand le cours complémentaire a été créé sur Romoulin, cette école distribuée sur un certain nombre de villages permettait à certains élèves de ces villages, de venir étudier donc sur le cours complémentaire. Et étant donné qu'il y avait deux gares concernées, à savoir Aramon et Tézier, les gamins de ces villages prenaient le train pour aller au collège le matin et repartaient le soir chez eux par ce même moyen. Voilà. Ah, mais après qu'il y avait une gare à Tézier quand même. Oui, il y avait peut-être des collégiens aussi de Tézier. Ah oui, le train s'arrêtait à Tézier, prenait en charge des collégiens. Oui, c'est sûr. On continue un petit peu. Allez, une petite anecdote, non? Une petite idée, histoire. Ça vous tente? Qui c'est qu'on aurait une à me dire? C'est pas spécialement pour moi l'histoire, c'est surtout pour le souvenir, pour que tout le monde puisse se rappeler un petit peu de cette histoire par rapport au train qui est très important, qu'on rappelle bien sûr normalement la réouverture prévue pour 2026. Moi, j'ai pas d'anecdote, mais par contre, je voulais préciser, puisque tu m'avais posé la question lorsqu'on en avait parlé, à quoi correspondait ce nom de train fantôme. En fait, le 30 juin 44, 403 détenus du camp de Vernet, résistants d'origine étrangère, sont envoyés en camion et autobus vers la caserne Caparelli à Toulouse. Ils sont rejoints par 150 détenus de la prison Saint-Michel, par 24 femmes, et vont être conduits à Toulouse. Le train va rejoindre Bordeaux, Angoulême, puis reprendre à nouveau la direction de Toulouse et Nîmes. Au fil des arrêts, des wagons vont être ajoutés. Ils s'arrêtent le 13 août en gare de Remoulins, on vient d'en parler. Dans le chaos de la libération, il mettra 2 mois à atteindre Dachau, disparaissant et se recomposant sans cesse. Et il va ainsi gagner le nom de train fantôme. Voilà.
quelle est l'origine de ce nom. Merci beaucoup Françoise pour cette analyse très importante de préciser pourquoi le mot train fantôme. En plus, j'ai même pas pensé à poser la question tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé en off, mais j'ai oublié. Tu l'avais posé la dernière fois, donc voilà. J'ai un peu creusé. Internet est merveilleux. Ah, ça, Internet, on peut tout voir, tout pratiquement, mais par contre, on peut trouver des choses, oui, mais raconter, c'est beaucoup mieux quand même. Oui. Un petit mot en plus à rajouter pour compléter cette première émission. Je le rappelle, c'est la première émission quand même. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la réouverture oui, prochaine? justement. Bon, en principe, on tient le bon bout. Il va falloir les travaux ferroviaires sont terminés puisque depuis 3 ans, 2 ans maintenant, 2-3 ans. Puisque les quais sont constitués, il manque le fait de mettre la passerelle pour que les voyageurs puissent passer d'un quai à l'autre. Et nous recevons en gare des trains événementiels, programmés par les offices du tourisme, programmés par la SNC, par la région, etc. Par Omblin aussi, hein? Oui, par divers organismes, donc. Une fois que la passerelle sera terminée, bien entendu, il faudra que ce qu'on appelle le PEM, c'est-à-dire le pôle d'échange multimodal, soit en service. Qu'est-ce que c'est que le pôle d'échange multimodal? C'est un endroit qui permettra aux voyageurs d'être réceptionnés en gare, à voyageurs arrivant par leur véhicule particulier, donc la voiture, arrivant par les bus, arrivant par diverses autres, par le vélo, etc., etc. Donc, l'intérêt de la chose, c'est qu'il y ait une coordination totale entre la partie ferroviaire et la partie non ferroviaire, dans le cadre donc d'un PEM, et nous espérons que au service en matière ferroviaire, on appelle ça le SA, c'est-à-dire c'est le service annuel, que au service annuel de 2026, nous ayons déjà des trains. Ça veut dire qu'il y aura des travaux au niveau de la gare. Ah oui, il y a des travaux de finition à terminer, à savoir le mobilier, à savoir tout ce qui est affichage des correspondances, de l'arrivée des trains, voilà. Et puis ça c'est le ferroviaire, c'est la partie ferroviaire qui est quasiment finie. Et puis il y a la partie non ferroviaire qui est les parkings, les arrêts de bus, les garages à vélo, la billetterie. Enfin, voilà. Est-ce que vous savez si la billetterie justement sera une personne, un guichet? Non. Ça sera la billetterie automatique. Automatique. Et on pourra partir d'ici pour aller sur Nîmes, on pourra aller... Oui, pour aller Avignon. à Madrid, pour aller à Londres, pour aller à Berlin, partout. Un petit mot encore pour ajouter, pour parler de toujours ce train. Et en plus, alors déjà d'une, si vous avez rien d'autre à rajouter, moi je peux vous poser une question. Ça fait quoi de parler la première fois au micro? Pour la première émission, les Romanois d'hier et d'aujourd'hui, je le répète, c'est la première fois. C'était un peu stressé. Moi, j'ai vu Françoise déjà stressée. J'ai le casque, elle me l'enlève, elle me pousse le micro. Pour ce qui me concerne, moi j'aime bien, mais bon. Moi, j'ai beaucoup de mal à parler en public et encore plus devant un micro. Donc, même si je connais bien cette histoire, j'ai été bercée avec. Je sais tout sur la résistance. On a eu ça dans notre biberon, donc. Mais je suis pas très à l'aise pour parler en public, j'avoue. Alors ok, la prochaine fois, j'enlève tout le public qui était derrière nous, ils applaudiront pas derrière nous, ça sert à rien. Ouais. Donc quand j'arriverai à Elisabeth... Je m'enfermerai dans une pièce capitonnée. Jean-Pierre. Moi non, ça me dérange pas. Ça vient comme ça. Instinctivement. J'ai bien de bonne mémoire et ça revient comme ça. Ah, ça je vois. La mémoire, vous en avez tous, même les dates et compagnie. Ouais. Quand vous dites 2 ou 3 ans, vous n'êtes pas sûr, on vous en veut pas, parce que franchement, se rappeler des dates par cœur sans regarder les notes, c'est énorme. Même moi, j'ai lu les notes depuis tout à l'heure.
Prochaine émission, bien sûr, sera dans un mois. Le sujet encore, on va en rechercher, mais ce sera toujours les Rominois d'hier et d'aujourd'hui à retrouver sur Radio 30. Dans quelques instants, vous pourrez également le retrouver en podcast sur notre site. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette émission? Ben, c'est pour faire vivre le village, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut venir parler d'un sujet précis ou autre. Le plus important, c'est d'avoir de mieux comprendre et de protéger dans le monde d'aujourd'hui. C'est un moment de partage, de convivialité intergénérationnel. Ça, c'est des mots très compliqués à dire. J'espère que ça vous a plu. Absolument. Absolument. On reviendra, rassurez-vous. Je vous remercie beaucoup. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site internet www.radio-rg30.fr.